Bonsoir mes amis, que se passe-t-il quand la réalité devient insupportable? Ce soir, nous allons explorer deux réponses psychiques majeures, la névrose et la psychose. Bien qu'elles se manifestent différemment, ces deux structures ont un point commun essentiel. Elles cherchent à nous protéger d'une réalité jugée trop angoissante. Ces structures reposent sur des mécanismes de défense qui prennent racine dans l'enfance. À ce moment-là, ces mécanismes nous aident à surmonter des souffrances insupportables. Mais ce qui nous protège un jour peut devenir une prison plus tard. Ces mécanismes, bien qu'utiles dans l'enfance, peuvent devenir un frein à l'âge adulte, nous enfermant dans des comportements répétitifs qui limitent notre épanouissement. Avec le temps, ces mécanismes de défense finissent par limiter notre capacité à vivre pleinement ou à nous adapter à la réalité. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certains comportements ou émotions semblent impossibles à dépasser, malgré votre volonté de changement. C'est précisément ce que ces mécanismes de défense impliquent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différences entre ces deux structures psychiques que constituent la névrose et la psychose. Et surtout, je répondrai à une question clé. En quoi la psychothérapie peut-elle offrir une voie de guérison face à ces souffrances? Je m'appuierai sur des éléments théoriques, mais aussi sur mon propre vécu, pour vous proposer une compréhension à la fois personnelle et concrète. Je tiens à préciser que je ne suis ni médecin ni spécialiste. Ce soir, je partage simplement mes réflexions et ma compréhension personnelle, nourrie par mon expérience en psychothérapie et les épreuves que j'ai traversées. Comprendre ma névrose a été une étape clé dans ma quête de bien-être. Cette compréhension a éveillé ma curiosité pour la psychose et m'a poussé à explorer les liens entre ces deux réponses psychiques. Ce fut un travail enrichissant et profondément éclairant. Mon objectif est de vous offrir quelques clés pour mieux appréhender ces mécanismes complexes et, si vous le souhaitez, engager un échange constructif ensemble. En psychanalyse, la névrose est une structure psychique marquée par un conflit entre le désir et des interdits entravant sa satisfaction. Ce conflit, souvent inconscient, provoque des symptômes comme la fatigue psychique, l'angoisse, les phobies ou les obsessions. Malgré ça, une personne névrosée garde un lien avec la réalité objective, c'est-à-dire avec le monde extérieur. Mais attention, il faut distinguer cette réalité objective, basée sur des faits réels, de la réalité psychique, qui correspond à la manière dont chacun vit et interprète ces faits. Dans la névrose, des expériences réelles vécues comme angoissantes laissent une empreinte forte dans la réalité psychique. Autrement dit, les événements ne sont pas seulement subis, ils sont aussi interprétés. Le sujet leur attribue un sens particulier, ce qui peut générer des croyances angoissantes. Ces croyances génèrent de l'angoisse car, à leur tour, elles alimentent des conflits internes. Par exemple, un conflit entre un désir et une valeur morale intériorisée durant l'enfance. Ces croyances peuvent aussi constituer en elles-mêmes une composante du conflit, en freinant la satisfaction d'un désir ou bien en s'opposant à ses valeurs morales. Croyances, désirs, valeurs morales peuvent donc entrer mutuellement en conflit, et ce conflit peut générer de la culpabilité et de l'angoisse. Pour gérer ces conflits et atténuer l'angoisse qu'ils provoquent, le psychisme active des mécanismes de défense, comme le refoulement, la rationalisation ou le déplacement. Ces mécanismes inconscients nous protègent de l'angoisse, mais en même temps, ils nous empêchent souvent d'identifier nos véritables désirs et peuvent même modifier tant notre perception que notre interprétation du monde extérieur. Pour y voir plus clair, prenons un exemple concret tiré de mon vécu. Enfant, j'ai régulièrement assisté à des scènes de violence de mon père envers mes frères. Impuissant, j'ai alors développé une peur profonde de perdre l'amour de ma mère. En effet, je m'étais convaincu que mes frères, privés d'amour paternel, avaient davantage besoin d'elle que moi. Mais en réalité, ma mère ne m'aurait jamais délaissé. C'était juste mon interprétation de ces scènes réelles de violence qui avait fait naître cette croyance de l'abandon qui a ensuite induit une angoisse intense. Pour gérer cette angoisse, j'ai alors à mon insu développé une dépendance affective envers les femmes, femmes que je percevais inconsciemment comme une représentation maternelle. Cette dépendance affective m'a aussi poussé à privilégier des relations de tendresse plutôt que de désir, ce qui peut être compris comme un lien psychique beaucoup trop fort avec la figure maternelle et comme l'expression d'un complexe d'Oedipe non résolu jusqu'à l'âge adulte, problématique qui m'a aussi concerné et que j'aborde en détail sur cette chaîne. Aussi, la croyance de perdre l'amour de ma mère exacerbait mon ressentiment envers mon père. Mais comme mon ressentiment allait à l'encontre des valeurs morales qu'on m'avait inculquées, je culpabilisais. Ce ressentiment m'angoissait.
À mon insu, je le déplaçais donc sur mon grand frère, sur un mode inconscient, ce qui atténuait alors ma culpabilité et mon angoisse. Mais ce déplacement a considérablement abîmé le lien fraternel par la suite. Voilà, c'était un exemple pour vous montrer que les croyances issues de notre interprétation des faits réels peuvent générer ou amplifier des conflits psychiques qui induisent de l'angoisse. Et cette angoisse est ensuite atténuée par les mécanismes de défense tels que le refoulement ou le déplacement par exemple, comme je vous l'ai illustré à travers mon histoire personnelle. Il est intéressant de noter que la violence de mon père était elle-même liée à son histoire. Arrivé en France pour fuir le régime socialiste polonais, son diplôme d'ingénieur polonais n'était pas reconnu. Il travaillait beaucoup et devait chaque jour prouver sa valeur, jusqu'à l'humiliation. Cette situation l'a plongé dans une frustration profonde et une angoisse de perdre son travail. Frustration qu'il a malheureusement déchargée sur mes frères qui ne réussissaient pas à l'école. Et cette situation familiale empira quand mon père fut happé par le chômage. On comprend aussi que les mêmes faits réels peuvent donner lieu à des interprétations très différentes, et donc à des réalités psychiques très différentes, selon l'histoire et la sensibilité de chacun. Chacun interprète les événements à sa manière, chacun construit donc sa propre réalité psychique. Chacun érige ses croyances, faisant naître des conflits psychiques générant de l'angoisse. Et chacun développe ses propres mécanismes de défense pour y faire face. Cependant, ces mécanismes, bien qu'utiles dans l'enfance, peuvent devenir limitants à l'âge adulte, en nous enfermant dans des schémas répétitifs et en freinant notre épanouissement. Comme nous l'avons vu, dans le cadre de la névrose, le conflit central réside dans l'opposition entre un désir souvent conscient et un fonctionnement psychique qui lui est inconscient. Ce fonctionnement découle de schémas relationnels, de croyances et de comportements profondément ancrés, hérités en particulier de mécanismes de défense issus d'expériences vécues dans l'enfance. Ces schémas, bien qu'inconscients, influencent de manière significative la manière dont le sujet interagit avec le monde et répond à ses propres besoins. Un exemple classique de ce phénomène est celui de l'attachement anxieux. Une personne ayant grandi dans un environnement où l'affection des parents était inconstante ou imprévisible peut développer un mode relationnel marqué par une peur profonde du rejet. À l'âge adulte, ce mode de fonctionnement inconscient conduit souvent à des comportements excessifs, à des attentes irréalistes ou à des réactions disproportionnées qui entrent en contradiction avec le désir d'épanouissement et de relations harmonieuses. Ce schéma conduit ainsi à des échecs relationnels douloureux, échecs qui nourrissent encore davantage les frustrations et les angoisses internes de la personne, ce qui exacerbe le conflit psychique. La psychothérapie, dans ce contexte, a pour objectif de rendre visible ce fonctionnement et ces schémas inconscients afin que le patient puisse en prendre conscience. En comprenant l'origine et le mode opératoire de son fonctionnement, de ces schémas et de leur impact sur sa vie actuelle, le patient peut commencer à en atténuer l'emprise et idéalement à les déconstruire pour instaurer un fonctionnement psychique plus adapté à ses aspirations profondes et présentes. Ce processus implique une revisite des blessures passées pour en saisir le sens et l'influence, mais également une exploration des croyances et comportements qui en découlent. Ce travail progressif permet au patient de libérer son désir, jusqu'alors étouffé par ses conflits internes, et de construire un terrain fertile pour son épanouissement personnel et relationnel. Comme nous l'avons vu, dans la névrose, la réalité psychique du sujet se construit à partir de la réalité objective, bien qu'elle soit souvent filtrée par les mécanismes de défense. En revanche, la psychose se caractérise par une rupture profonde et radicale avec le monde extérieur. Contrairement à la névrose, où le sujet reste globalement connecté à la réalité objective, le patient psychotique n'est plus capable d'intégrer dans son appareil psychique certains aspects fondamentaux de cette réalité objective. Ça signifie que les éléments essentiels de la réalité objective, tels que la perception des autres, les lois sociales, la reconnaissance de soi ou même les événements quotidiens, peuvent être ignorés, déformés ou totalement niés. L'incapacité à accepter et à interpréter certains faits extérieurs nourrit une coupure avec le monde tel qu'il est perçu par les autres, entraînant une profonde distorsion du rapport à la réalité. En d'autres termes, le sujet psychotique vit dans un monde qui ne correspond plus aux critères partagés par la société ou par ceux qui l'entourent. Cette rupture avec la réalité objective engendre un vide psychique insupportable, un vide que le psychisme ne peut tolérer, car il remet en question la cohérence même de l'expérience vécue et de l'identité du sujet. Pour combler ce vide et reconstruire un semblant d'ordre dans son univers interne,
le sujet psychotique se voit contraint de créer une réalité psychique alternative. Cette réalité psychique alternative, souvent sous forme de délire, n'est pas simplement un symptôme passager ou une simple folie. C'est une réponse complexe à la rupture avec le monde extérieur. Le délire représente donc une tentative de retrouver un minimum de stabilité mentale, de retrouver une réorganisation psychique qui permet au sujet de continuer à exister dans un monde qu'il ne peut plus comprendre de manière partagée. Le délire, loin d'être un phénomène chaotique ou dénué de logique, devient un élément fondamental de la réalité psychique du sujet. Il se présente comme une tentative de réorganisation du psychisme, une manière pour le patient de reconstruire un univers intérieur cohérent, un espace où il peut donner un sens à son expérience. Ce processus vise donc à rétablir une certaine forme de cohérence et de contrôle face à l'effondrement des repères extérieurs. Il est donc essentiel de comprendre que, pour le psychotique, ce délire est une tentative sincère et logique de réconcilier sa perception altérée de la réalité avec son besoin fondamental de cohérence et de compréhension. Le délire devient alors un système de croyances internes qui, bien que non partagé, répond à un besoin psychologique pressant de structure et de signification. Dans ce cadre, la logique du délire n'est pas irrationnelle pour le patient, mais elle est plutôt une logique propre, cohérente et adaptée aux autres éléments de sa réalité psychique. Ce système de croyance sert à reconstruire un monde intérieur, à fournir des réponses à des questions fondamentales sur le sens de l'existence et à offrir des repères dans un univers psychique qui a perdu de nombreux ancrages objectifs. En l'absence d'une réalité objective partagée, la réalité psychique du sujet psychotique s'organise autour de cette construction délirante. Cette construction délirante devient la base de son interaction avec le monde extérieur. Le psychotique fonctionne alors non pas selon les règles de la réalité objective, mais à partir de la logique de son délire. Il interprète les événements et les comportements des autres à travers cette grille délirante, et ses actions et réactions en découlent. Cette manière d'interagir avec le monde extérieur mène souvent à des malentendus, à des incompréhensions, voire à des conflits. Par exemple, un patient psychotique peut interpréter un regard ou une parole anodine comme une menace ou un message caché, en fonction de la logique interne de son délire. Les relations interpersonnelles deviennent alors très complexes et distordues, car chaque interaction est filtrée par une réalité psychique qui n'est pas partagée par les autres. En somme, la psychose ne doit pas être réduite à une simple forme de folie. Elle représente plutôt une réorganisation profonde de la réalité psychique pour faire face à une rupture avec l'intégration de la réalité objective. Le délire, dans cette optique, est une construction salvatrice, en permettant aux psychotiques de maintenir une certaine cohérence interne et en même temps de vivre dans un monde qu'ils tentent encore d'appréhender. En plus du délire, les patients psychotiques peuvent également éprouver des hallucinations sensorielles, affectant leur perception du monde extérieur de manière encore plus directe. Ces hallucinations, qu'elles soient visuelles, auditives, olfactives ou tactiles, modifient profondément la manière dont le patient psychotique perçoit la réalité. Par exemple, des voix peuvent être entendues, souvent perçues comme provenant de l'extérieur, ou bien des objets peuvent être vus là où ils n'existent pas. Ces perceptions altérées ne sont pas reconnues par le psychotique comme des phénomènes hallucinatoires, mais sont vécues comme des événements réels, totalement confondus avec la réalité objective partagée. Les hallucinations viennent ainsi renforcer la construction d'une réalité psychique encore plus déconnectée avec le monde extérieur. Le traitement de la psychose est particulièrement complexe, car il touche à une réalité psychique profondément ancrée dans le délire. Ce délire, loin d'être simplement un symptôme à éradiquer, constitue souvent un pilier essentiel de l'équilibre psychique du patient. Le délire, bien qu'il semble déconnecté de la réalité objective, sert de mécanisme de défense face à une rupture totale avec cette réalité. Il représente une tentative de réorganisation du psychisme du patient. Et dans ce cadre, il est très difficile de le déconstruire sans risquer de provoquer un effondrement psychique supplémentaire. Le rôle du thérapeute est alors d'accompagner le patient dans un processus délicat, où l'objectif n'est pas de supprimer brutalement le délire, mais plutôt de l'explorer et de le transformer progressivement, tout en respectant les fragilités du patient. Une première piste thérapeutique consiste à se demander si la portion de la réalité psychique qui a été remplacée par le délire peut être retrouvée. Cette démarche suppose que le thérapeute aide le patient à revisiter des expériences refoulées ou déniées, c'est-à-dire des expériences que le patient a pu exclure de sa conscience ou de sa perception de la réalité,
souvent en raison de leur caractère trop traumatique ou insupportable. Le travail thérapeutique va donc s'orienter vers une exploration de ces expériences dans un espace sécurisé, pour permettre au patient de les intégrer progressivement dans sa psyché. Ce processus d'intégration a pour objectif de reconstruire une réalité psychique qui soit plus proche de la réalité objective et qui soit mieux adaptée à l'expérience extérieure. En réussissant à reconnecter le patient à certains aspects de la réalité qu'il a perdu ou évité, il devient possible d'offrir au patient un cadre psychique plus stable, propice à une interprétation plus cohérente du monde et de ses propres expériences. Cependant, dans ma compréhension de ce sujet, dans de nombreux cas, la réalité originelle à laquelle le patient était lié est considérée comme définitivement perdue, ou du moins irrécupérable dans sa forme d'origine. Quand le délire devient le seul point d'ancrage psychique viable pour le patient, je comprends qu'il est alors crucial de travailler à partir de ce délire plutôt que contre lui. Ça implique de comprendre et de respecter la fonction adaptative que ce délire joue dans l'expérience psychique du patient. L'objectif thérapeutique dans ce cas est de rendre le délire plus souple et moins envahissant, en introduisant progressivement des récits ou des interprétations alternatives. Ces nouvelles interprétations, plus en phase avec la réalité objective partagée, viennent enrichir la vision du monde du patient, sans provoquer de rupture brutale induite par son cadre délirant. Ainsi, l'approche thérapeutique permet de faire évoluer progressivement son cadre de référence, pour le rendre plus adapté au monde extérieur, tout en veillant à ce que le patient ne perde pas les repères nécessaires à son équilibre interne. Le traitement de la psychose nécessite également un travail fondamental sur les émotions, qui sont souvent envahissantes et mal régulées chez le patient psychotique. En raison de la nature même de la psychose, les émotions peuvent devenir extrêmement chaotiques, incontrôlables, ou même dissociées de toute réalité objective. Le thérapeute va alors aider le patient à identifier, à exprimer et à réguler ses émotions, ce qui permet de réduire la tension interne qui nourrit et maintient le délire. Apprendre à reconnaître et à comprendre ses émotions, tout en développant des stratégies pour les gérer, peut réduire la souffrance du patient et diminuer l'emprise du délire, tout en l'aidant à vivre plus sereinement avec ses émotions. De plus, le travail thérapeutique s'étend souvent à la reconstruction des liens sociaux. En effet, les relations interpersonnelles sont fréquemment altérées dans la psychose, ce qui contribue à l'isolement du patient. Les délires, par leur nature, peuvent conduire à des comportements qui rendent difficile la communication et la compréhension mutuelle avec les autres. Le thérapeute intervient en facilitant la reconstruction de relations saines et sécurisantes, dans un cadre thérapeutique ou dans des interactions sociales contrôlées, qui peuvent grandement contribuer à la stabilisation psychique du patient. Ces relations peuvent, au fur et à mesure, jouer un rôle essentiel dans le processus de réintégration du patient à la réalité extérieure, en lui permettant de réapprendre à communiquer, à s'ouvrir à l'autre et à redonner un sens à ses interactions sociales. Pour finir, certaines approches thérapeutiques comme l'art-thérapie ou d'autres formes d'expression créative peuvent offrir au patient un espace privilégié pour extérioriser ses angoisses et ses vécus intérieurs. L'art peut servir de moyen permettant au patient de mettre en forme ses expériences internes, souvent chaotiques, et de les rendre plus compréhensibles et moins menaçantes. À travers la créativité, le patient peut progressivement reconstruire une réalité psychique plus saine et plus intégrée. L'expression créative permet ainsi de libérer des émotions refoulées, de trouver des solutions symboliques à des conflits internes et de participer activement à une réorganisation plus stable du psychisme. L'objectif global du traitement de la psychose est donc d'aider le patient à reconstruire une réalité psychique suffisamment solide et cohérente pour lui permettre de vivre en paix avec lui-même, tout en étant capable de s'intégrer et d'interagir avec le monde extérieur. Ce processus exige une approche patiente et en accord avec la singularité de chaque individu, tout en mettant en place des outils permettant d'adapter progressivement sa vision du monde à la réalité objective et partagée. Traiter la névrose et la psychose en psychothérapie est un défi complexe qui exige une approche sur mesure, adaptée à la structure psychique de chaque patient. Dans la névrose, le travail thérapeutique consiste à éclairer les conflits inconscients et à corriger le fonctionnement psychique du patient pour mieux répondre à ses désirs et restaurer une harmonie interne. Dans la psychose, l'accompagnement vise plutôt à stabiliser la réalité psychique du patient, que ce soit en retrouvant des fragments de la réalité perdue ou en aménageant le délire pour le rendre moins envahissant, plus fonctionnel et plus en phase avec le monde extérieur.
Ces processus thérapeutiques demandent du temps, de la patience et une grande sensibilité, mais ils offrent également la possibilité d'une transformation profonde, permettant au patient de mieux comprendre son fonctionnement et de bâtir une vie qui ait du sens pour lui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a intéressé, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet passionnant.